Donc Elie Haddad sur le calendrier de la LPPR. Oui, alors je vais essayer d'être bref. Bonjour à tous. Le point sur le calendrier que je veux faire ici est très court en fait, et il est pour ouvrir à une analyse du moment LPPR et des enjeux qui sont devant nous, mais cette fois à court terme. Alors les informations distillées par le ministère ont changé au cours du mois de janvier et sont susceptibles de changer encore. Au départ, une présentation de la loi au Conseil économique, social et environnemental était prévue fin janvier, donc maintenant, pour un examen au Conseil des ministres mi-février et au Parlement, en gros, courant mars ou avril. Or, désormais, la transmission au CESE serait repoussée au 15 mars, l'examen au Conseil des ministres au mieux à la fin mars et l'examen au Parlement plutôt donc courant avril, voire encore plus décalé, avec un vote qui aurait lieu en octobre. Ça étant encore susceptible de changer. Bon. Cela alors même que la loi est présentée par des sources élyséennes comme devant être limitée et avant tout budgétaire. On verra ce qu'il en est. En attendant, donc, la communication gouvernementale en profite pour tenter de déminer le terrain face à la mobilisation qui n'a cessé de grandir ces dernières semaines. Alors, on a entendu, pas de fusion des corps de maîtres de conférences et de professeurs, pas de fin du référentiel des 192 heures équivalent TD, maintien du nombre de titulaires, revalorisation des primes et du début de carrière. Alors, pour bien comprendre ces annonces et les décrypter, il faut les réinscrire dans les principaux enjeux de la LPPR, tels qu'on peut les analyser à travers les 3 rapports préparatoires qui ont été remis à la ministre en septembre, et qui s'inscrivent évidemment dans la continuité de 15 ans de réforme, et je renvoie là à ce qu'a dit Bruno tout à l'heure. Et il faut aussi prendre en compte les différents acteurs en jeu dans ces réformes, leurs objectifs et aussi leurs différends. Alors Bruno a fait un sort à la question des revalorisations salariales, on trouve ça en ligne, et un rapide calcul sur le montant des primes montre que celles-ci sont assez dérisoires, donc je ne reviens pas là-dessus. Je vais plutôt me concentrer sur les autres annonces pour montrer en quoi elles ne sont pas fondamentales par rapport aux objectifs de la loi. Du point de vue de l'emploi, je pense que ce que cherche le gouvernement, et ça c'est tout à fait lié à ce que mes 3 prédécesseurs ont dit et ont présenté concernant leur volonté de mettre en place une compétition qui maximiserait la productivité des chercheurs et enseignants-chercheurs. Donc, l'objectif, c'est de diminuer le nombre de fonctionnaires. Alors, pas supprimer les titulaires, mais plutôt aller vers une concentration de ces postes sur des professeurs qui tiendraient le rôle de chef d'équipe, régnant sur des contractuels en situation de dépendance et d'obéissance, ces mêmes titulaires étant eux-mêmes pris dans le jeu de la concurrence entre eux et entre disciplines pour l'obtention des fonds et des heures d'enseignement. Alors ça signifie évidemment détruire le statut d'enseignant-chercheur. Mais pour cela, il n'est pas du tout besoin de mesures frontales qui, on l'a vu, suscitent des réactions fortes. Il suffit de créer les possibilités de contournement de ce statut. La loi LRU, puis les compétences élargies, puis les mesures créant des établissements dérogatoires aux règles régissant jusque-là les universités publiques ont déjà largement permis d'avancer dans ce sens. La mise en place de tenure tracks et de CDI de chantier, qui eux sont toujours prévus dans la loi selon les informations du ministère, étendrait la gamme des possibles pour des recrutements donc en dehors des statuts. La ministre peut bien garantir qu'elle ouvrira des postes de titulaires. Elle n'est pas décisionnaire dans le fait de les pourvoir ou non, puisque depuis les RCE, les universités gèrent la masse salariale avec les contraintes budgétaires que l'on sait et qui se sont traduites dans les années 2010 par un vaste plan social qui ne dit pas son nom et dont les rapports d'ailleurs se font l'écho. Les universités pourront donc s'orienter elles-mêmes pour des raisons financières et aussi de politique de recherche, vers une diminution progressive du corps des maîtres de conférences, remplacés par des contractuels au salaire variable, suivant la discipline et la concurrence exercée par le marché privé de l'emploi, un de ces fameux contractuels. En outre, rien n'est dit dans les annonces de la ministre de la mise en place de structures rattachées au cabinet du Premier ministre qui orienteraient toute la politique de la recherche française de manière assez autoritaire et en privilégiant des finalités industrielles et technologiques.
hein, ce qui est au cœur des rapports. Rien n'est dit non plus, évidemment, de ce qui devrait permettre cette orientation des allocations de moyens, à savoir coupler les dotations en crédit à tous les niveaux à une évaluation managériale dont le HCERES serait le grand ordonnateur. Ces politiques, on l'a vu, hein, ne sont que la poursuite de celles mises en place depuis 15 ans. Elles se décident entre le ministère et la CPU, ou une fraction de la CPU pour être exact, sans participation aucune de la communauté universitaire. Alors, il suffit de voir le précédent des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, hein, sous François Hollande, vous en souvenez peut-être. Et il suffit aussi de voir ce que les rapports ont retenu des propositions de la communauté, qui étaient quand même nombreuses et relayées par des instances représentatives. À peu près rien, si ce n'est l'augmentation du budget de l'ANR pour améliorer le taux de réussite. Mais, et il faut insister, c'est une demande absurde, puisqu'elle contribue à accentuer les logiques auxquelles nous nous opposons, ce que malheureusement, il faut bien dire, beaucoup de collègues ne voient pas. En l'occurrence, ça permettra de renforcer encore le contrôle sur les orientations de la recherche et continuera à accroître la précarité, puisque vous savez que ces fonds, hein, des ANR sont structurellement liés à l'augmentation, produisent de la précarité. Alors les rapports sont la marque d'un compromis entre ces deux parties, CPU et ministère. Du côté du ministère, l'essentiel tient sans doute au contrôle des orientations de recherche dans une finalité économique, le tout prenant la forme d'une centralisation et des mécanismes de contrôle par l'évaluation managériale, laquelle est laissée, dans le détail, à la charge des universités. C'est en effet une revendication de la CPU que les présidents d'universités prennent la main sur les allocations de ressources, les recrutements et les carrières au sein de leurs universités. Pour cela, ils sont prêts à accepter, je pense le cœur du compromis de la LPPR, ils sont prêts à accepter que le Premier ministre décide des priorités qu'ils doivent mettre en œuvre. Le contrôle sur les ressources, les emplois et les carrières leur permettra enfin, pense-t-il, de choisir les secteurs dans lesquels ils investissent, de développer des partenariats avec le privé permettant d'accroître leurs ressources propres et de faire de la science bling-bling, visible, dans les régions, auprès du ministère et pourquoi pas dans le classement de Shanghai. C'est donc la CPU qui a le plus intérêt à multiplier les mécanismes de contrôle sur le corps enseignant, notamment qui a le plus intérêt à la suppression du référentiel de 192 heures, dont il faudra surveiller qu'il ne revient pas dans les amendements lors de la discussion parlementaire. Nous avons donc, et je veux vraiment insister là-dessus, deux adversaires qui ne s'entendent pas sur tout, mais partagent globalement des vues communes. La CPU, fraction de la CPU, la CURIF pour être précis, et le ministère. La première a tout intérêt à détourner le regard des universitaires vers le second, en masquant ses intérêts et en jouant du fait, bien réel, que les présidents sont en effet parfois en mesure de limiter par leur politique les effets des réformes en local. Ça dépend beaucoup de la structure des universités, du poids de leurs composantes, de leur public étudiant. Le renforcement du pouvoir des présidents a en outre accentué les phénomènes de clientélisme qui minent de l'intérieur les possibilités d'action en local au sein des universités. Des propositions pour une véritable réforme de l'ESR ne peuvent donc passer, à mon sens, que par une remise en cause radicale de la CPU et du nouveau statut des présidents d'université depuis 2009-2010, qui, par leur salaire notamment, sont sortis de la communauté universitaire pour rejoindre la caste des bureaucrates qui gouvernent la science, pour reprendre le titre d'un article.